dimanche 6 novembre 2022, 13h30 à Yara Yara, dans la préfecture de Tchaoudjon. Même heure à Agou, Gadjepé, dans l'Agou. C'est bien l'heure de la messe médiatique qui va se dire en deux temps aujourd'hui. La première messe sera célébrée sous forme de conférence de presse avec un invité spécial et co-animé avec un confrère ici présent sur la problématique du terrorisme et de l'extrémisme violent. La deuxième messe portera sur la situation politique dans le Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Tchad, où l'effet secondaire du virus coup d'État continue de faire parler de lui. Et s'il y a encore du temps, nous irons plus loin, à Kiev, pour parler du conflit russo-ukrainien ou ukraino-russien qui sévit depuis bientôt un an. Tout ça avec Kwame Mayaba, là à droite. Il est directeur de publication en double parution du journal Le Symposium. Bonjour Mayaba. Bonjour Eric, bonjour également au grand frère Atafei et à tous les téléspectateurs actuellement branchés qui nous suivent, qui font l'honneur de nous suivre. Et merci également à toute l'équipe technique, à toute la rédaction et bien de choses. Et bon dimanche à tous les Togolais, du Togo comme de la diaspora. Très bien. Comme vous le savez, la semaine dernière, Lomé, la capitale du Togo, pour ne pas dire le Togo, a été décrétée capitale de la paix par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et qui dit paix, dit sécurité. Et qui dit sécurité, dit absence de terrorisme, de l'extrémisme violent et du djihadisme. Et le Togo s'investit depuis plusieurs mois à cet effet. Nous avons appris que les sommités de l'intelligentsia, notamment les universitaires et les experts de différents secteurs, veulent s'associer à cette lutte à travers un colloque de haut niveau qui aura lieu ici dans la capitale de la paix les 14, 15 et 16 novembre prochains sur la problématique du terrorisme, de l'extrémisme violent. Pour en savoir plus, nous avons cherché, fouillé et obtenu la disponibilité d'une grande figure du monde universitaire. Il s'agit bien de professeur Atafei Pewessi, professeur titulaire à l'université de Lomé, directeur du laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone, président de l'association Paix Durable en Afrique. Bonjour mon professeur. Bonjour. Et bienvenue. Merci à vous, merci pour l'occasion que vous donnez pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édification de la paix durable. Je suis techniquement servi par Machi Ibrahim à la caméra et puis Simone Aoui qui nous met sur vos petits écrans. Moi, vous me connaissez bien, c'est Eric Talandais, le prince héritier de la Bina, l'enfant au poumon d'acier. Comme je le disais plus haut, mon professeur, un colloque international est en préparation à l'université de Lomé sous votre gîte. Avons-nous appris? Confirmez-vous, monsieur le professeur? Merci, je confirme que l'université de Lomé va abriter sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'université de Lomé un colloque intitulé l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens et les défis contemporains de paix dans l'espace CEDEAO. Et les dates, c'est le 14, 15 et 16 novembre prochain. Voilà, donc c'est confirmé. Quel est l'objectif, mon professeur, poursuivi par
le laboratoire de recherche en langue littéraire, culture et civilisation anglophone, qui est, disons, l'organisatrice de ce colloque ou de cette rencontre. Bien, merci beaucoup, monsieur Eric. Ce colloque fait partie des séries, d'une série de rencontres scientifiques que le laboratoire organise depuis 2020. Il s'agit de la réalisation d'un projet intitulé Littérature et Paix, qui lui-même s'inscrit dans un projet que nous avons nommé La paix dans la cité. Et l'objectif de celui-là, ce colloque que nous attendons les 14, 15 et 16 novembre, vise à regrouper les spécialistes du monde socio-économique, les universitaires, je veux parler des enseignants-chercheurs, des chercheurs, je veux aussi parler des étudiants. Et en parlant d'étudiants, nous avons les étudiants de master, nous avons les doctorants qui sont en train de faire leurs recherches. Donc l'objectif, c'est de réunir tous ces gens-là, et autour de ces gens gravite aussi l'Union des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur les phénomènes que nous avons actuellement. Je veux parler du radicalisme, de l'extrémisme violent, du terrorisme, mais en même temps réfléchir sur les concepts comme l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens. Dans cet ensemble-là, il va falloir regarder, définir, redéfinir et créer des nouveaux paradigmes pour avancer au bon pas. Merci. Voilà décliner les objectifs ou l'objectif principal de ce colloque qui, je le rappelle, aura ou bien est prévu pour être tenu les 14, 15 et puis 16 novembre prochain. Mon professeur, des colloques, on en a eu, on en aura toujours au Togo. Quelle est la particularité de celui que vous vous apprêtez à organiser? Merci. La particularité de ce colloque s'exprime à la fois dans l'organisation et dans le contenu, en tout cas des différents axes à développer. S'agissant de l'organisation, on a toujours parlé des colloques et on voit les gens viennent communiquer, dire ceci ou cela. Ça fait partie de notre tradition. Mais à l'université de Lomé et avec le soutien des personnes ressources, ce que nous voulons faire, c'est que pour ce colloque-là, nous aurons des conférences à l'intérieur de ce colloque. Des conférences, on aura une conférence inaugurale, d'accord, mais on aura une conférence qui sera animée par, je ne veux pas vendre la mèche pour l'instant, en tout cas, les responsables des défenses, de ce qu'on appelle la défense, le maintien de la paix, et tout ça, sur un fond historique qui permet à tout le monde de tirer quelque chose pour réaliser son devoir vis-à-vis de la nation, pour réaliser son devoir vis-à-vis du citoyen, à l'autre citoyen, et pour en même temps réaliser son devoir vis-à-vis de l'humanité. Donc ça, c'est la deuxième conférence. Nous aurons aussi la table ronde. Et cette table ronde gravite autour d'une thématique majeure. Il s'agit du rôle du citoyen dans la construction de la sécurité durable face au radicalisme, à l'extrémisme violent et au terrorisme. Vous comprenez que cette thématique mérite une attention particulière. Et autour de la table, nous aurons une multitude de personnes. Quand je dis multitude, pas, mais des gens, des spécialistes du domaine, en tout cas, du monde universitaire. Pas seulement du monde universitaire. Il y a les universités qui vont envoyer des délégués ou qui ont déjà inscrit les délégués. Mais il y a aussi
les spécialistes des autres domaines, puisque nous aurions parmi les membres du panel le président de l'Union des ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Bon, au niveau des ministères, nous avons la défense, nous avons la sécurité, mais nous avons aussi les autres qui ne sont pas des corps habillés. Pour dire que la sécurité, en tout cas au niveau de l'université de Lomé, et par rapport à l'orientation que nous sommes en train de donner à travers ce colloque, nous avons compris que la question de sécurité n'est pas seulement du ressort des corps habillés et qu'il faut que chaque civil s'interroge sur sa part dans ce que nous appelons construction de la sécurité durable, construction de la paix ou renforcement de la paix durable, ou du moins le vivre ensemble, l'harmonie sociale. Voilà ces aspects autour desquels tout le monde va parler. Et il y a plusieurs orientations. Je sais que vous avez beaucoup à poser. Je ne vais pas vous presser. Je vous laisserai prendre votre rythme pour que nous puissions toucher le fond. Et comme je l'ai dit, je compte sur mon confrère ici présent pour creuser davantage. Mais la question qui me hante encore déjà, vous dites que le colloque va tourner autour du radicalisme, de l'extrémisme violent et puis du terrorisme. C'est des concepts qu'on entend souvent, mais ce n'est pas certain que le Togolais lambda ou même moi qui suis sur ce plateau comprend assez bien et clairement ce que c'est que le radicalisme par exemple, le terrorisme et puis l'extrémisme violent. Mon professeur, est-ce que vous voudriez vous bien nous éclairer un peu davantage sur l'intelligence de ces concepts-là? Merci monsieur Eric. Quand nous parlons du radicalisme ou nous parlons de l'extrémisme violent, les gens pensent qu'il faut aller loin pour vivre la réalité ou comprendre de quoi il s'agit. Quand on parle du radicalisme, c'est le refus du compromis. C'est-à-dire refuser d'écouter l'autre pour que de ce que l'autre dit, l'on puisse tirer quelque chose pour fertiliser ses propres idées, ses propres orientations. Le radicalisme se vit dans la cellule familiale. Le radicalisme se vit dans les communes. Le radicalisme se vit dans les préfectures. Le radicalisme se vit dans les régions. Le radicalisme se vit au niveau national. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont acteurs ou qui ne sont pas acteurs? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre, puisque à travers un vocabulaire qui est explicite ou à travers des exemples d'illustration, chacun comprendra que parfois on attribue le tort à quelqu'un d'être radical et soit on se met à l'abri alors qu'on est radical. C'est ça justement qu'il faut que les gens comprennent, que nous puissions comprendre et en même temps mieux comprendre notre partition dans ce qui se fait. Cela fait, une fois que cela est accompli, chacun essaiera dans la mesure du possible d'ajuster son comportement, de se revoir, reconstruire sa personnalité ou de susciter de nouveaux paradigmes, que ce soit à travers le langage ou à travers les comportements, pour que ce que nous tous nous combattons à travers les termes puisse réellement être reflété dans notre comportement, dans notre orientation, mais en même temps dans nos échanges avec les autres. Le radicalisme, c'est donc le refus de compromis. Le radicalisme, c'est refuser d'accepter les autres, refuser d'accepter que les autres peuvent avoir raison. C'est refuser de penser que le choix de l'autre peut aussi valoir. Voilà ce que l'on entend par radicalisme. Maintenant, le terrorisme. Le terrorisme. Bon. Dans le terrorisme, on a quand même terreur. Oui, il y a la terreur, créer la terreur. Il y a aussi la terre. Monsieur Eric, voilà, je prends quels sont les actes que les gens créent pour créer la terreur chez les autres? Voilà. Et nous sommes littéraires. Donc, la terreur, elle peut être vécue à travers des menaces. La terreur peut être vécue à travers la violence physique. Elle peut aussi être vécue à travers la violence verbale. C'est pourquoi il ne faut pas seulement regarder les armes et dire qu'il y a terrorisme.
Mais quelles sont les différentes manières, quelles sont les différentes stratégies que les gens utilisent pour créer la terreur, la psychose chez l'autre? C'est tout ça qui rentre dans le concept radical de terrorisme. Monsieur Eric, oui. Je ne vais pas vous terroriser. Ça veut dire que je dois vous parler sur un ton qui ne vous effraie pas. Monsieur Eric, oui. Je ne vais pas vous influencer, vous faire perdre votre personnalité. Je ne vais pas vous forcer à accepter l'inacceptable parce que vous avez un choix et ce choix c'est pour la vie paisible. Donc tout ce qui tourne autour d'une orientation forcée vers le mal, l'orientation forcée vers la destruction, l'orientation forcée vers la perte de vie, c'est tout ça là que l'on peut mettre sous le vocable de terrorisme. Maintenant, enfin, l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, c'est le radicalisme plus la violence. Ah, ok. C'est le radicalisme plus la violence. C'est-à-dire, quand on parle d'extrémisme violent, c'est que, au fait, l'objectif, c'est de forcer les gens à faire le mal. C'est forcer les gens à faire du mal. Vous forcez les gens, vous avez vos ambitions, vous avez vos orientations, mais puisque les autres vous veulent bien avoir leur propre orientation, leur perception de la vie, lorsque vous les forcez à accepter et à faire et à exécuter ce que vous voulez pour votre propre bien, au détriment des autres, vous rentrez déjà dans le radicalisme, dans l'extrémisme violent. Donc, le radicalisme est là, plus la violence. C'est-à-dire, l'objectif, c'est faire en sorte que les autres acceptent, sans questionnement, ce que l'on veut. Et pour ça, ce n'est pas facile. D'où les gens se voient dans l'utilisation de la force pour que les objectifs fixés par ceux-là qui causent ou qui vivent ou qui profitent de la violence, que ces objectifs-là puissent être atteints. Voilà ce que je peux dire d'une manière très sommaire. Et pour vous dire qu'il y aura les spécialistes de toutes les questions. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que on aura les ressources nécessaires pour pouvoir vraiment éclairer davantage les gens qui seront présents sur ces différentes notions ou ces concepts? Oui, et M. Eric, c'est là que je remercie le comité d'organisation, le comité scientifique. Les deux comités se sont battus pour que les personnes ressources de toutes les questions soulevées par la thématique puissent être invitées. Et beaucoup ont manifesté leur disponibilité à rendre ce service-là. C'est un service à l'humanité, c'est un service à l'État, c'est un service à nos communautés. Donc c'est la question, cette question-là ne laisse rien de côté. Ce qui se passe justement à ce niveau, c'est que les spécialistes seront là. Ils vont dire ce qu'ils savent pour illuminer, en tout cas éclairer nos lanternes. Ils vont dire des choses, mais pour nous, la spécialité de notre organisation, en tout cas, c'est faire en sorte que tout ce qui se dit se consigne. Non pas pour l'évolution des enseignants-chercheurs et c'est fini, mais en même temps pour l'intérêt de la population, en tout cas population togolaise et les autres, puisque tout ce que nous faisons n'est pas juste inscrit pour dans les frontières, à l'intérieur des frontières togolaises. Voilà ce que je voudrais dire pour avancer l'idée ou éclairer l'orientation que cela pourra vraiment donner. D'habitude, en tout cas, c'est devenu une tradition chez la Relica qu'un colloque ne s'organise pas juste comme une conférence de débat et c'est terminé. On a identifié les problèmes. Ces problèmes ont été mis sous un vocable que nous appelons ici thématique. Ces thématiques ont été explicitées, développées, illustrées. Les idées sont nées. Les gens prendront ces idées et faire valoir quelque part. Mais en même temps, nous consignons le tout dans un petit livret. Pour la première édition, nous l'avons appelé « Mon projet de paix en Saint-Maxime ». Et quand vous lisez le livret,
il vous parle directement. C'est comme vous rappelez ce que vous deviez faire, mais que vous n'avez pas pu faire, pour que votre conscience revienne à vos devoirs, à vos missions, mais aussi à vos droits. Donc, dans ce contexte-là, il y aura une deuxième édition de l'édition afin de délivrer mon projet de paix en Saint-Maxime. Le comité scientifique et le comité d'organisation décidera de ce qu'il va falloir comme titre ou s'il faut aller dans le même sens. Mais ce qui est, c'est que toutes les fois que nous avons un colloque, nous publions, en tout cas c'est les actes qui sont publiés, ça c'est au plan académique, pour que les étudiants remplissent les conditions, je les appelle les conditions d'état. Parce que les étudiants de master, jusqu'à un niveau donné, doivent faire la recherche, ils doivent écrire les mémoires. Ce n'est pas écrire ce qui existe déjà. Mais écrire un mémoire, c'est proposer quelque chose de nouveau. C'est inscrire dans ce petit bouquin-là des idées, des orientations. Mais en même temps que nous avons cette vague d'étudiants, d'enseignants-chercheurs qui vont pour leur évolution, il y a aussi d'autres aspects. Ces autres aspects, c'est que une fois que le volet académique est satisfait, nous prenons les résultats. Nous travaillons ces résultats sous forme de projet solution. Et ce que j'entends par projet solution, c'est qu'on a identifié un problème, on a pensé aux différentes stratégies qu'il faut utiliser pour résoudre ce problème. Et donc, à ce niveau-là, le projet vise à régler un problème spécifique. Et pour régler un problème spécifique, il faut définir les actions. Je les appelle actions-solutions, c'est-à-dire quel est l'acte qu'il faut poser pour régler le problème. Nous avons le projet, il est ensemble, il a des stratégies, mais concrètement, quelles sont les actions qu'il faut poser pour régler les différents problèmes, puisque chaque action posée ou prévue doit répondre à un besoin spécifique, doit constituer une solution à un problème posé. Voilà, monsieur Eric. Voilà le fond de ce que j'ai cru entendre, en tout cas Je voudrais, avec tout ça, c'est beaucoup de choses qui attendent les populations togolaises et les participants. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur ceux qui sont appelés ou ceux qui sont attendus à ce colloque scientifique de si haut niveau. Nous avons, et là il faut remercier en tout cas tous les secteurs, les ministères et toute la hiérarchie qui a accepté que ce colloque, en tout cas que les colloques de cette nature aient lieu pour que nous puissions ensemble, la main dans la main, trouver des solutions pour là qui se posent à nous. Je voudrais dire que nous avons les délégués des ministères, nous avons les enseignants-chercheurs, nous avons les chercheurs, parce qu'à l'université, il y a deux types d'enseignants. En tout cas, deux types de personnalités. Quand on parle enseignant, il y a enseignants-chercheurs. Et chercheurs. Leur objectif, c'est d'enseigner. Et ils cherchent pour enrichir l'enseignement. Les autres, c'est chercheurs. Ils cherchent seulement et ils diffusent, ils vulgarisent les résultats de leurs recherches. Donc ces deux-là sont aussi là. Nous avons les étudiants. Eux, ils doivent faire de la recherche utile. La recherche pour la recherche, on n'en veut pas tant. Mais la recherche pour régler un problème, on en a besoin. En tout cas, l'Afrique en a besoin. Le Togo faisant partie de l'Afrique, le Togo en a besoin. Donc, les étudiants seront orientés sur des thématiques. Parfois, ils ont des thèmes, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Ils sont très limités. Ce colloque ouvre des vannes. Essaye de outiller ces étudiants-là, en tout cas les collègues ou les jeunes collègues qui sont en train de faire de la recherche. Et c'est ainsi qu'ils pourront apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour le pays, pour l'académie, pour l'humanité. Nous avons aussi d'autres, les experts du monde socio-économique. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les ministères. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le privé. Ces gens-là ont des talents. Quand on parle d'experts, il ne faut pas aller loin. Un expert, c'est celui qui est capable de trouver une solution à un problème. Et donc, dans ce sens, les ministères en disposent beaucoup.
Et nous avons besoin de leur souffle. Nous avons besoin de leur énergie pour essayer ensemble de consolider, en tout cas sous forme en synergie, apporter la solution aux différents problèmes qui se posent. Nous avons à ce niveau-là les experts du monde socio-économique, mais nous avons aussi les ONG et les associations. Les ONG et associations viennent aussi communiquer. Eux, ils sont les acteurs de la société, du terrain. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quand on parle de l'intégration, leur compréhension, c'est quoi? Quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, chez eux là, quelle est la résonance? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils constatent? De ce qu'ils constatent, les étudiants vont chercher, en cherchant autrement, ce qu'ils ont l'habitude de chercher. De ces informations complémentaires, les étudiants, les chercheurs, jeunes chercheurs ou chercheurs d'un niveau élevé chercheront, non pas parce qu'il faut chercher, ils chercheront parce qu'il y a des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Et si les chercheurs ou enseignants-chercheurs refusent de chercher, qui va chercher? Puisqu'ils sont payés pour chercher. Ils sont payés pour la recherche. Pour la recherche. Ils sont payés pour chercher. Il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'ils trouvent. Et une fois qu'ils ont trouvé, qu'ils présentent les fruits de leurs résultats. Et à partir de là, ils ont aussi la capacité d'orienter le public. Et même les décideurs, sur ce qui pourrait être fait. Une fois que ce... Mais est-ce que, mon professeur, je ne vous coupe pas, est-ce que justement les décideurs ou disons oui, les décideurs prennent en compte les résultats de vos recherches souvent? Je vais vous parler en tant que chercheur. Ce que je sais, l'objectif d'un chercheur, c'est de chercher, de trouver et de proposer. Maintenant, le politique regarde. Vous savez, ce qui se passe au niveau du politique, c'est que le politique ne peut pas tout faire au même moment. Il y a des priorités. Maintenant, par rapport aux priorités, le politique va choisir. Ça, c'est bon, mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas propice pour maintenant. L'orientation, c'est ça là. Il vaut mieux que je commence par là. Le chercheur, il cherche. L'enseignant-chercheur, il enseigne, il cherche. Mais il n'a pas les prérogatives d'imposer la ligne de conduite aux politiques. De toute façon, les chercheurs dépendent du politique, puisque c'est des décisions du politique qu'on peut décider, qu'on peut dire oui, allez-y dans telle orientation par rapport à la recherche, ou nous avons plutôt telle orientation par rapport aux besoins. Donc, les enseignants-chercheurs sont là pour outiller les décideurs. Quand je dis outiller les décideurs, peut-être c'est trop dire. C'est pour rendre les résultats disponibles. Pour que, au vu de tout, ce qu'il y a comme problème, ce qu'il y a comme solution suggérée, ce qu'il y a comme orientation, que le décideur ne souffre plus à régler les problèmes que le politique a l'habitude de régler. Voilà. Est-ce qu'il arrive que le politique lui-même vienne vers vous, les chercheurs, pour vous demander un service allant dans ce sens? Oui, justement. Quand les chercheurs n'anticipent pas, le politique tombe parfois dans des problèmes et sollicite l'expertise des chercheurs. Mais généralement, ce que nous faisons, et par rapport à ce colloque, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait peut-être une des situations fâcheuses avant de faire de la recherche. Nous faisons une recherche préventive. Il y a deux types de recherche. Une recherche curative et une recherche préventive. Curative, lorsqu'il y a des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Préventive, lorsqu'on anticipe sur la base des effets, des éléments cause et effet, on projette et on se rend compte que dans un avenir proche ou lointain, il y aura des problèmes. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire à travers mon projet de paix ensemble, Maxime, à travers le projet La paix dans la cité, à travers littérature et paix. Donc, tout cet ensemble-là n'est pas forcément, ce n'est pas parce que les chercheurs ou ceux-là que nous appelons, qui d'ailleurs cotisent pour que on ait les moyens pour pouvoir faire de la recherche. Ce n'est pas qu'ils ont de l'argent et ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ils sont mus par le devoir du citoyen. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à ce qui se fait bien? Ou bien pour contribuer à l'amélioration de ce qui mérite d'être amélioré. Donc, nous sommes mus par ce sentiment-là, ce sentiment d'être citoyen, ce sentiment d'être un bon citoyen, ce sentiment d'être prêt comme un combattant à tirer, en tout cas à donner de soi
pour que les problèmes auxquels on est confronté trouvent une solution. Voilà ce qui se passe, voilà l'orientation, voilà ce qui motive la recherche active, appliquée que nous sommes en train de réaliser depuis 2020. Je reviens, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais mon confrère ici présent, heureuse coïncidence, lui aussi a une association, ou du moins lui aussi est intéressé par ces questions. Je ne sais pas s'il a une question ou des questions à vous poser, ou comment apprécie-t-il cette initiative en tant que quelqu'un qui également œuvre dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Maëba, vous avez écouté notre invité spécial. Je vous dis que je suis épaté quand j'ai entendu parler du professeur tomber des nuits. Parce que je porte depuis depuis le 15 septembre dernier une casquette. Parce que je suis le président des journalistes et citoyens engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc ça veut dire que de tout ce qui est développé comme concept, de tout ce qui a été dit ou qui est en train d'être organisé par le professeur, le colloque ou peut-être le monde universitaire intéresse notre association. Et donc pour cela, il est allé dans le tréfonds de la question qui intéresse ou qui est d'actualité. Et donc quand on parle du terrorisme sur d'autres cieux, vous allez voir que beaucoup de personnes ne savent pas comment sont définis ces mots ou ces concepts. Donc il est important que nous tous qui sont concernés par cette question du terrorisme, de l'extrémisme violent, soient quand même outillés ou soient informés au mieux pour ne pas tomber dans la confusion. Parce que nous savons que depuis un moment, cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte d'ensemble. Il faut une synergie d'action. Le gouvernement l'a dit, il a soulevé des choses, enfin des formations qui ont été données à l'endroit de la population, du monde, du pays, des paysans. Même dans le domaine éducatif. Le ministre a donné instruction qu'on puisse de temps en temps parler aux élèves de cette thématique. Tout à fait. Donc c'est pour cela que je dis que ce colloque vient à point nommé, parce qu'il faut forcément que les gens sache qu'est-ce qui se fait en quel moment. Et donc, moi, la question que je voulais poser par rapport à tout ce qui a été développé, tout ce qui est en train d'être organisé par rapport à ce colloque-là, c'est de voir quelles sont les mesures, enfin, comment on appelle-t-on, quelles sont les mesures que vous êtes en train de mettre ou de prendre pour que, à la fin de ce colloque, les dispositions que vous êtes en train de prendre, pour qu'à la fin ou au cours de ce colloque-là, tous les participants qui y seront puissent se servir de ce rendez-vous-là pour capitaliser ce rendez-vous-là et donner ça à profit, mais ça à profit de la population, puisque c'est pas tout le monde qui sera invité. Il y a des gens qui seront là comme des délégués. Donc comment ils vont restituer le travail de ce colloque-là pour que cela soit servi à toute la population. D'accord. Bien. Merci beaucoup, monsieur Kwame Maëba, pour la question. Et merci aussi, c'est juste pour dire aussi que toutes les associations, en tout cas les ONG, sont invitées. Merci bien. Vous pouvez participer. Déjà, nous avons, avec l'autorisation du comité d'organisation, du comité scientifique, on va encore espérer 24 heures avant de rendre public les communications. Parce que nous avons plus de 125 communications. Bon, donc réparties selon les différents axes. Tout à fait. Et ce que nous faisons, c'est au fait, c'est devenu une tradition. Nous avons le colloque. Et cette fois-ci, ça a été spécial parce que nous avons retrouvé à l'intérieur les communications charnières et nous avons détaché certaines communications pour que ce soit des colloques. Que ce soit des conférences. Et des panels. Il y a des panels pour des communications, mais il y a des conférences de 2 heures. Donc on a une conférence, en tout cas qui sera animée par les forces armées togolaises. Et en passant, je voudrais dire un sincère merci pour ce soutien-là, parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin pour connaître ce que c'est que l'armée, la mission de l'armée, etc. Pour que nous qui sommes des civils, nous puissions apporter notre contribution. Lorsqu'on connaît nos forces armées, lorsque nous savons que leur mission, c'est de protéger, et ils le font, et il y a peut-être
un plus qu'on pouvait leur apporter en idée. Donc cette cohabitation fera que leur mission sera aisée, sera efficace. Donc ce ne serait pas un militaire, un civil qui se regarde en chien de faïence. Voilà, et vraiment nous remercions, parce que à ce niveau, je joue une parenthèse utile pour dire que les forces armées vont intervenir à 2 niveaux. Une communication du ministère et une participation à la table ronde sur le thème que je venais de vous dire. La construction, le rôle du citoyen dans la construction de la sécurité durable face au radicalisme, à l'extrémisme et au terrorisme. Vous comprenez que moi je ne serai pas très outillé pour parler. Donc il y aura beaucoup de gens, mais tout autour il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont communiquer. J'allais dire que quand nous communiquons, il y a des rapports qui se font. Donc il y a des rapports, il y aura un rapport d'ensemble. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres personnes. Après cette conférence, en tout cas ce colloque, nous allons nous retrouver pour faire la synthèse des travaux. Dans cette synthèse des travaux, nous allons prendre les grandes lignes que nous allons travailler. Ce sera travaillé. Peut-être une orientation consiste à publier un truc comme ça, très simplifié, pour que au moins celui qui sait lire ABC puisse lire et comprendre. Et c'est ça que nous avons fait. Et je remercie en passant le professeur Komla Sanouko qui a, vous voyez, celui qui a créé la 4e de couverture. Et je remercie aussi le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois, qui a écrit la préface à ce livre. Vous comprenez que c'est un travail qui est au centre, à la fois académique, mais à la fois social. Donc, dès que nous aurons fait ça, il nous appartient maintenant d'inspirer les ONG pour qu'ils travaillent sur d'autres aspects. Les associations, les ONG, vous qui êtes les journalistes, déjà, nous sommes en train d'amener vers vous la matière. Tout à fait. Et cette matière, nous ne sommes pas les seuls outillés à y regarder. Donc, vous avez vos compétences. Et d'ailleurs, je remercie M. Eric, puisque c'est lui qui nous donne l'occasion de dire déjà ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, d'autres journalistes peuvent aussi vous emboîter le pas pour que nous, ensemble, que les journalistes... Puisque la sécurité, c'est pour nous tous. Tout à fait, c'est pour nous tous. Que les journalistes jouent leur partition, que les enseignants-chercheurs jouent leur partition, que nos confrères militaires jouent leur partition, les gens, forces de défense, de sécurité, jouent leur partition. Que les autres experts d'un ministère jouent leur partition. Que les privés jouent leur partition. Parce que, au fait, quand on parle de sécurité, quand on parle de paix, aucun citoyen n'est exempté. Voilà pourquoi, quand vous regardez au niveau de la nomenclature, toutes les couches socio-professionnelles sont impliquées pour dire que quand il s'agit de paix, il y a nécessité de synergie. Synergie d'action, synergie en termes d'idées, synergie en tout ce dont il est important. Il est question ici, c'est-à-dire radicalisme, extrémisme, intégration, libre circulation, etc., etc. Que chacun joue, apporte sa partition, apporte sa part ou sa pierre à l'édification de la paix. De la paix. La paix durable. Alors, bon professeur, une dernière ou avant-dernière question avant de passer à d'autres sujets, tout en vous remerciant très sincèrement et en vous félicitant parce que lumière est en train d'être faite et nous saluons cet engagement des élites du pays et d'Afrique à s'impliquer dans la lutte contre l'extrémisme et ses ailes marchandes. Alors, quels sont, mon professeur, les résultats attendus au sortir du soir de ce colloque? Ce colloque vise, les résultats, c'est que lorsque nous, au soir de ce colloque, chaque personne comprendra ce que c'est que intégration. Intégration au plan local, au plan national, je vais dire, mais en même temps, intégration entre les différents espaces que nous avons définis à travers, que nous désignons à travers le concept, en tout cas CEDEAO. Il y a intégration culturelle, intégration linguistique, intégration idéologique.
tout ça là, ça peut être vu de l'intérieur. Mais il y a aussi intégration selon les différents paliers entre les nations, entre les institutions. C'est aussi ça. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'intégration. Intégration ne doit pas juste être un mot. Intégration doit être suivie des actes qui confirment, des actes qui désignent et qui pointent du doigt le vrai. La libre circulation des personnes et des biens, cela suppose que pour qu'il y ait libre circulation, il faut qu'il y ait un climat, le climat de paix, de confiance. S'il n'y a pas la confiance, c'est difficile de parler d'échange libre entre les gens ou de circulation. Et surtout de confiance. De confiance. Mais je ne peux échanger ou aller vers l'autre que si j'ai toute la garantie que celui-là ne me veut pas du mal. Si j'ai toute l'assurance que le bien que je cherche, lui aussi, il cherche ce bien et que nous sommes complémentaires. Voilà pourquoi il faut faire comprendre aux gens ce que cela signifie libre circulation des personnes et des biens. Ce n'est pas au nom de la libre circulation des personnes et des biens que les frontières vont s'ouvrir s'il y a menace. S'il y a menace de terrorisme. Voilà ce qu'il faut comprendre. Cela suppose, et si tous ces éléments-là sont garantis, c'est que les défis contemporains qu'on nomme ici par radicalisme, extrémisme, etc., tous ces éléments-là ne seront que des mots. Tout sera fait. Tout le monde va aller vers l'autre. Et dans ça, nous savons qu'il y a des causes lointaines, des causes récentes, proches de ce que nous appelons radicalisme. Pourquoi les gens se radicalisent? Tout à fait. Il faut chercher. Pourquoi les gens deviennent extrémistes? Il faut chercher. Pourquoi les gens deviennent violents? Il faut chercher. Donc c'est tout ça là que les experts vont creuser. Et je vous le dis, les universités vont communiquer lors de ce colloque. Communication institutionnelle. Tout à fait. Communication institutionnelle. Pour que le monde socio-économique sache ce qui se fait au sein de ces universités publiques. Ce n'est que juste une fenêtre. Je sais que les délégués ne pourront pas tout dire, mais les gens auront une idée de ce que c'est que l'université de Lomé, ce que c'est que l'université de Gara, Abomey-Calavi. Bon, bref, pour dire que ces communications permettront à tout le monde de faire, en tout cas, de dire avec affirmation qu'il y a des choses qui se font et que chacun a le devoir de, le devoir de se serrer les coudes pour la survie de nos institutions, pour la survie de nos communautés, pour la survie de nos pays. Voilà, pour dire que les résultats, je ne peux pas tout dire. Mais peut-être qu'au soir de ce colloque-là, nous viendrons tirer au clair avec beaucoup plus d'armes, avec beaucoup plus d'idées, mais en même temps avec beaucoup plus de stratégies en main à partager avec les autres. Merci, professeur Atafei POSI. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Nous sommes très ravis, Mayaba et moi, de votre passage sur ce plateau aujourd'hui. Alors, un mot pour clôturer cette première messe et passer à la deuxième. Merci, monsieur Eric, pour l'occasion. Je voudrais tout simplement féliciter le comité d'organisation, le comité scientifique, mais en même temps féliciter les autorités qui nous accompagnent, qui croient que ce que nous faisons mérite d'être fait, qui croient qu'avec la synergie qui se dégage, que nous pouvons faire mieux, nous pouvons mieux jouer notre partition, en tout cas jouer notre rôle de citoyen. Citoyen, quand je parle des Togolais, mais aussi citoyen de la CEDEAO, pour dire qu'il faut le retenir, la paix des citoyens, c'est la paix des dirigeants. Si les citoyens sont en paix, les dirigeants sont en paix, peuvent être en paix. Voilà. Merci.
Ben, si j'aime ça, si les citoyens sont en paix, les dirigeants peuvent être en paix. Si les citoyens sont en sécurité, les dirigeants peuvent être en sécurité. Ce qui n'est pas le cas sous d'autres cieux au Sahel, dont nous allons ouvrir la page tout à l'heure. Mais on va animer la deuxième messe pendant que les États se battent pour la paix, comme notre invité spécial vient de le dire. C'est une situation atypique dans certains pays du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et puis au Tchad, pays putschiste et double putschiste depuis quelques mois, et où règne une certaine terreur après le Mali qui a chassé les forces spéciales françaises, notamment Barkhane et Ndakouba. C'est le tour du Burkina Faso. Depuis quelques semaines, on apprend que le capitaine Ibrahim Traoré, qui a poussé Damiba pour prendre le trône présidentiel provisoirement, livre une chasse aux sorcières contre les forces spéciales françaises. Alors, Mayaba, on dirait que la France est devenue persona non grata en Afrique, du moins au Sahel. Non, en fait, la situation que vivent actuellement le Mali, le Burkina, le Tchad, la Guinée, tout ce que vous connaissez, c'est une situation qui ressemble un peu en temps ce que nous avions appelé le printemps arabe. Ça a vu que depuis un moment, ce phénomène a commencé à prendre un élan qui inquiète, qui doit inquiéter, parce que la France, qui s'est donné comme mission de venir apporter son soutien aux côtés des pays en difficulté, dans ce sens, parlant de leurs forces de sécurité et tout ce que vous connaissez, mais a failli à beaucoup. Et depuis un moment, il y a un sentiment qui est né dans ce sens-là. Les gens voudraient, ou peut-être pour d'autres raisons, pour des raisons inopinées, pensent que la France ne joue pas véritablement son rôle. Et donc ça s'est accentué, ça a pris d'autres dimensions. Et aujourd'hui, ça fait partie beaucoup des chefs d'État. Et donc celui du Mali avec Ibeka, où la population était sortie pour dénoncer la gestion calamiteuse de Ibeka, il est parti, et l'autre est venu, il a été chassé. Bon, voilà, c'est une succession de coups d'État qu'on constate et qui malheureusement ne donne pas le pouvoir aux États africains de se développer. C'est la grande question. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est ces coups d'État ne font pas avancer nos États. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'ai cru comprendre que ce que vit le Mali actuellement par rapport au sentiment anti-français, par rapport à la position de la France, est en train d'être migré vers d'autres pays. Quand vous prenez le Burkina actuellement, Damiba, qui était venu en temps, il a chassé Doumbia. Non, Damiba. C'est pas Damiba. Je parle de... Christian. Non, je parle de... Vous parlez du Burkina? Du Burkina, là, c'est Damiba, oui, qui Damiba. est venu chasser Kaboré par rapport au fait qu'il n'a pas pu doter l'armée de moyens sophistiqués pour faire face au terrorisme. Donc, il n'a pas pu, c'est aussi Traoré qui vient chasser Damiba. Pour la même cause. Pour la même cause. Aujourd'hui, la situation qui prévaut, c'est que les forces françaises ne sont pas très bien vues au Burkina. Et comme au Mali. Donc, comme quoi, il faut forcément que cette force-là, il faut une force alternative. Donc, cette force alternative, les populations estiment que peut-être la Russie pourrait faire l'affaire. Mais est-ce qu'il faut sauter ou il faut tomber vite dans ces travers-là? Moi, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu es leader, que tu cèdes à la provocation ou peut-être aux revendications de la rue, tu risques de ne pas tenir longtemps. Parce que le rôle d'un leader, c'est quoi? C'est vous qui donnez des orientations. Et maintenant, quand à chaque fois il faut céder aux provocations ou manifestations pour dire que non, ça veut dire qu'il n'y aura pas un pouvoir légal. C'est vrai. Parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe au Burkina actuellement,
les gens ont dit, même Traoré a dit que bon, ce qui se passe, il voudrait forcément qu'il y ait un climat plus apaisé par rapport à la situation qui a prévalu. Maintenant, lui vient, il ne va plus revenir, c'est juste pour remettre l'armée à le pouvoir. À la société. Et bon, Matatra, quand il a fini, il y a une assise nationale qui est tenue. On dit non, il a été reconduit. Moi, je le disais le lendemain. Après ce coup d'État, non, ce ne sont que des paroles. Demain, je suis sûr que... Puisque Damiba avait dit la même chose. J'avais dit la même chose. Donc, ça veut dire que si nous voulons des États sérieux, nous voulons prendre notre responsabilité dans la gestion de nos problèmes africains, il va falloir forcément que nous ne n'orientions pas ou nous ne focalisons pas notre désir, notre choix vers des pays qui se dit vient en appui. C'est vrai que, à mon avis, moi je l'ai dit ailleurs, il faut revoir les termes de contrat. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous avons besoin, l'un a besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Maintenant, ce qui choque, c'est parfois quand ces forces étrangères-là ou ces puissances-là viennent pour signer des accords. Ces accords ne sont pas des accords qui sont connus du public. Bon, quand je dis public, c'est-à-dire que c'est des accords qui n'arrangent pas le peuple. Donc ça veut dire que c'est taille sur mesure. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que non, la France, qu'on dit qu'elle est présente ici, qu'elle gère la question du terrorisme, lutter contre elle, mais va venir à contrepartie, c'est quoi? C'est pour venir ruiner cette population qui est laissée pour compte. Donc moi je dis que ce que vivent ces États actuellement, il va falloir repenser la donne autrement. Il va falloir que nous, les chefs d'État africains, repensent sa politique autrement. Cette politique-là, depuis longtemps, nous avons dit que non, que actuellement, avec le coup d'État, plus jamais ça. Il faut un pouvoir régulier, il faut une démocratie. Alors, est-ce que nous connaissons la démocratie? Est-ce que l'Afrique sait ce qu'on appelle la démocratie? Cette démocratie, c'est vrai qu'elle nous est imposée, mais elle est mal utilisée même par les pouvoirs parfois. Et c'est ça qui fait que quand on va venir organiser des élections, quelqu'un qui vient, il dit non que je suis légal, légalement élu, et il vient, il ne fait pas la volonté du peuple. C'est ce que justement le professeur vient d'expliquer. Il faut chercher les origines de ces violences-là. D'où viennent ces violences? Donc, l'Absel est très bien. S'il faut le crever, ce serait un peu compliqué. Mais je me dis qu'il faut que les dirigeants africains repensent autrement la question de la gouvernance. Notre gouvernance doit être repensée. Parce que si vous faites un peu le parallèle, même ceux que nous disons qui partent, que d'autres viennent, s'il n'a pas d'autres mesures qui sont prises ou qui sont à l'interne endogène, nous allons tomber dans les mêmes travers. Vous n'allez pas me dire que même quand vous faites partie des forces françaises, les forces russes ou n'importe quelle force viendra, elles ne chercheront que ses intérêts. Donc il faut revoir la politique et la gouvernance autrement. Et donc je crois que les gens sont en train de regarder cet aspect avec beaucoup de sérieux. Ils vont revoir les termes pour voir comment il faut rediriger ou faut orienter la gouvernance afin que nous étions puisque quand il y a coup d'État, forcément ça agit ça perturbe, ça perturbe. Et c'est le peuple qui en pâtit, c'est le peuple qui subit, et voilà, 50 ans en arrière nous n'allons pas nous retrouver. Oui, mon professeur, en tant qu'élite universitaire, quelle lecture faites-vous de la situation dans le Sahel en particulier? Et puis on dirait que le jeune Traoré est en train de marcher sur les pas de Goïta, lorsqu'on suit bien l'actualité là. Bien. C'est vrai que vous êtes toujours enfermé dans vos laboratoires de recherche, mais il vous arrive d'être à l'écoute du monde. Puisque tout à l'heure vous venez de parler du terrorisme et autres, tout ça, s'il n'y a pas de sécurité, vos laboratoires, vous ne pouvez pas. Non, nous le savons bien. Nous le savons bien. C'est justement pour cette raison que nous organisons des colloques, des rencontres scientifiques. C'est ça. Pour que l'action soit motivée par une idée réfléchie. C'est comme une plaie. Quand vous avez la plaie, au lieu d'enlever les croûtes, c'est ça? Les croûtes. Non, vous pensez, vous mettez tout ce qui a bétadine et tout le reste, vous couvrez. Vous n'avez rien fait. Donc, nos recherches ne regardent pas tout simplement l'aspect curatif et c'est fini.
S'il y a actuellement, si la situation n'est pas bonne, si elle n'est pas ce que l'on voudrait avoir, quelle a été la cause? Les causes, une fois que les causes sont identifiées, il va falloir changer la nature des causes pour que la nature des effets change. Sinon, vous l'avez bien dit, c'est un coup d'État après un autre, ou un coup d'État qui appelle un autre. Ça veut dire que les causes ne sont pas identifiées et traitées comme il se doit. Comme il se doit. Donc, nous ne regardons pas, en tant que chercheurs, nous ne regardons pas tout simplement à l'enfant a faim, il faut lui donner à manger. Mais il faut créer une condition permanente pour qu'il y ait à manger. Tout à fait. Donc, voilà pourquoi, moi je dis, vous savez, il y a deux concepts. Il y a le politique et le politicien. Le politicien aime le pouvoir. Le politique aime le bien-être. C'est ça la différence. C'est pourquoi, à des moments donnés, et par rapport aux différentes recherches, on demande aux politiciens d'associer des aspects politiques. Le politicien, il manie la langue, il dit tout ce qu'il dit pour avoir l'adhésion. Mais le politique travaille pour le bien, le bonheur. Mais les deux situations, il faut les traiter. Il faut vraiment travailler pour le choix, mais en même temps un choix qui puisse alimenter ou nourrir ou contenter les autres. Voilà ce que je... Bon, maintenant, vous l'avez bien dit. Parce que quand... Bon, c'est vrai, vous êtes journaliste. Vous faites nous avons de larges oreilles. Mais en même temps, nous savons aussi que parfois, quand vous êtes dans vos émissions, et parfois les mots qui sortent, parfois on a peur. Parfois on a tendance à penser que c'est le feu. Alors que ce n'est pas le feu. Donc, ce que nous disons, c'est par rapport à ce qui se passe. Vous savez, quand nous regardons le monde entier, la société n'est pas aussi stable à tout moment. Il y a des crises, mais il faut apprendre à gérer les crises. Quand on gère ces crises et on les gère bien au mieux, il y a amélioration. Parfois, on apprend de certaines situations fâcheuses, mais il ne faut pas passer par là pour apprendre. Nous, en tant que chercheurs, nous voulons mettre en amont les dispositions pour que l'on ne soit pas un terrain d'expérimentation avant d'apprendre. Donc nous, les humanités, parfois on dit, mais lui, eux, ils font pas ces littératures, qu'est-ce que ça vaut? Nous sommes sociologues à deux niveaux. Nous sommes dans la société, nous vivons avec les humains, nous sommes des humains, nous échangeons, mais nous avons aussi un autre monde, un monde imaginé. Le monde imaginé, c'est-à-dire créé, est celui-là qui offre d'autres... Pas le monde imaginaire, hein? Non, le monde imaginé. D'accord. Parce que c'est déjà fait. Imaginaire, c'est constant. C'est-à-dire que c'est évolutif. Mais imaginez, je prends juste un contexte. Mais quand je veux prendre tout le imaginaire, mais si je veux prendre un cas spécifique de monde imaginé, lorsque nous restons dans ce contexte-là, il y a d'autres susceptibilités. Lorsque nous prenons par exemple le démagogue de Chinua Achebe, quand nous analysons les causes et effets, relations de cause à effet, nous avons les coups d'État. Le coup d'État s'est annoncé parce qu'à un niveau donné, certains n'ont pas pu jouer leur partition comme il fallait. C'est comme ça que nous, on voudrait que les gens regardent les choses pour anticiper sur des crises. Lorsque vous ne savez pas que les actes posés sont des ferments, les actes posés se constituent des causes pour la vie ou la qualité de vie de demain, lorsque vous ne le savez pas, vous allez poser des actes et après tout vous interroger sur ce qui se passe. Ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Vous faites bien de vous poser vos actes. Vous savez que ces actes vont aboutir à des conséquences fâcheuses. Et quand les conséquences arrivent, vous vous tenez là-bas et vous êtes étonné. Il n'y a pas de raison. La relation de cause à effet, une fois que c'est établi, vous savez que dans telles circonstances,
l'autre là, telle cause ne peut que produire tel effet. Et pour que j'évite l'effet là, il faut que j'évite la cause là, changer de cause pour changer les effets. Ce que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Quand on vous parle... C'est une fatalité, hein? Non, ce n'est pas une fatalité. C'est provoqué. Oui. C'est les actes humains qui donnent ça. Bon, maintenant, parfois, on refuse de regarder aux actes et on regarde à l'effet. Et on est paniqué. Non. Revenons aux causes. Traitons les causes. Les effets disparaîtront d'elles-mêmes. Enfin, d'eux-mêmes. Les effets disparaîtront d'eux-mêmes. Donc, voilà le contexte. Que ce soit dans le contexte que vous avez nommé coup d'État, que ce soit dans le contexte où il y a des gens qui s'agitent, ou s'ils s'agitent, c'est qu'il y a une cause. Arrêtez les causes, les effets vont disparaître d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Hein? Non. Que ce soit au plan politique, au plan relationnel ou dans n'importe quel contexte, nous, en tant que chercheurs, nous savons que pour qu'il y ait effet, il faut cause. La nature de la cause détermine la nature de l'effet. Et c'est ça justement qu'il faut. Parole d'un universitaire, nous rendons gloire et grâce à Dieu. Maëba, une dernière question. N'est-ce pas le recul de la démocratie ou n'allons-nous pas vers le recul de la démocratie et le recul de la démocratie et le retour aux vieux démons que sont l'aristocratie, la dictature et leur aile marchande? Non, en fait, la question même, je crois que quand vous prenez ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement, le recul de la démocratie est déjà vu sur tous les plans. Vous savez que je le disais tantôt, quand il y a des bousculades, enfin, quand il y a des situations de ce genre, ça ne peut véritablement que déstabiliser tout ce qui est comme monde économique, monde politique et tout ce que nous connaissons. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, quand nous parlons de la démocratie, je l'ai effleuré tantôt, est-ce que nous avons compris les b.a.-ba de ce qu'on appelle la démocratie? Cette démocratie-là, est-ce que ce n'est pas elle qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui? Cette démocratie mal comprise, est-ce que ce n'est pas d'elle? Ce n'est pas des conséquences ou les effets secondaires néfastes de cette démocratie-là qui nous amène où nous sommes. Donc, à un moment donné, je crois que les gens sont en train de vouloir prendre leur identité, se dire que je préfère rester où j'étais que d'aller vers où je ne connais pas. Et donc pour dire que cette démocratie, si elle était comprise et que si elle était utilisée dans un sens, et puis même la démocratie même, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de fait. C'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage et en même temps aussi, c'est un processus. On ne finit pas parce que même les pays que nous croyons, les pays à démocratie et tout ça là, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Donc en tout état de cause, je me dis que c'est l'identité africaine que les gens sont en train de rechercher parce que les gens sont fondés sur ou sont focalisés sur ce contexte de démocratie et ont bafoué ce qui est valeur africaine. Et donc aujourd'hui, les gens, les chefs d'État, la plupart, quand nous parlons de la dictature, à l'époque, nous avons vu, même si nous nous rendons dans nos sociétés où il n'y avait pas d'élection pour élire un chef, il y avait moins de problèmes. Aujourd'hui, on sait que telle famille, c'est une famille royale. Quand tu meurs, c'est la succession qui vient en même temps. Et puis ça se passe de soi. Rentrer chez nous, au village. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des... Comment l'appelle-t-on? La régence qui prend plus de 10 ans parce qu'on ne sait pas à qui véritablement. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Je suis en train de vous dire que l'Afrique a compris à un moment donné qu'elle est en train de perdre les repères. Faut-il rester là ou revenir à la carte de départ? C'est le vite ainsi, mais je pense qu'il faut la reformuler, cette démocratie-là. Il faut que ça soit une démocratie à l'africaine. Et que si c'est comme ça, les gens comprendront que ce que je fais, je comprends, plutôt que d'avoir une démocratie transposée qui vient d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, qu'on a mal compris, et les gens l'instrumentalisent, et ça crée des problèmes à tous les niveaux. Même les gens vont utiliser cette démocratie, je parle des pays occidentaux, les pays du Nord, qui vont utiliser cette démocratie-là pour nous assouvir et marcher sur nos richesses. Et comme ça, on vous dit, si, regardez, je voulais faire même la parallèle avec ce qui se passe au Tchad. En même temps
que même coup d'État qui arrive, un chef, enfin, le président français vient, il assoit quelqu'un, le lendemain, c'est la même personne qui dit niet que je vais changer pour quel est le mot que ce président va. C'est le même scénario qui s'est présenté dans d'autres pays. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui c'est une question d'intérêt. Les Occidentaux utilisent des intérêts pour nous instrumentaliser, pour nous cogner entre nous. Pour aujourd'hui même quand vous continuez pas nous exploiter. Quand vous prenez même le terrorisme, l'extrémisme, tout ce que c'est nous, entre nous les frères. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour nous tuer. C'est nous entre les frères. Mais les gens mettront les moyens pour vous frapper. À un moment donné, il faut que nous sortions de ce faucon-là pour pouvoir créer quelque chose, une dynamique unitaire et comprendre que même si c'est quelle que soit la nature des moyens de l'argent qu'on mettra, je ne suis pas prêt à prendre de l'âme contre mon frère. Il faut cette volonté-là afin que nous puissions nous retrouver. Sinon, c'est encore difficile. Je vois les lendemains qui seront sombres. Mais avec des colloques que le professeur est en train d'organiser, ça va outiller, ça va permettre à un grand nombre de personnes de comprendre que plus jamais le suivisme, plus jamais l'instrumentalisation, il faut comprendre ce qui est notre acquis pour que nous puissions avancer. Voilà, et comme le disait Alexis de Tocqueville, il n'y a pas de sens unique de démocratie, parce que la démocratie est elle-même une quête de sens. Merci à vous, chers invités. Merci à toi, Mayaba Kwame. Et félicitations pour tes analyses. Merci bien. Et merci et respect à mon professeur Atafei. Ici, vous êtes professeur titulaire à l'université de Lomé, directeur du laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone, président de l'association Paix durable en Afrique, et vous êtes au devant de l'organisation, ou du moins dans les rouages de l'organisation d'un colloque de haut niveau qui aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains à l'université de Lomé, à Lomé au Togo, capitale de la paix. Nous vous souhaitons bonne organisation et surtout du succès. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier très chargé. Merci à l'équipe technique, Maki Ibrahim et puis Simone Aoui. C'est donc fini pour la messe de ce dimanche. Nous vous souhaitons une bonne fin et un bon début de semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, sinon dimanche prochain, autour d'un autre évangile. D'ici là, passez une excellente journée et bon retour chez vous, chers invités, et bien de choses à vos familles et à vos collaborateurs. On se sépare sur cette pensée de Julien Benda qui dit: la paix, si jamais elle existe, ne reposera pas sur la crainte de la guerre, mais sur l'amour de la paix. La paix, si jamais elle existe, ne reposera pas sur la crainte de la guerre, mais sur l'amour de la paix. C'est de Julien Banda. Bonne méditation et à dimanche prochain.